ah oui, c'est vrai, oui. Oui, parce que vous savez qu'il y a eu la pression, de la rue, les demandes du syndicat, c'est devenu une demande très très forte. Une demande très forte, très très pesante. Et donc, il a fallu que l'État se décide. Quand la décision a été prise, je vais vous dire, elle a été prise le 21 février 2011. C'est à partir de là qu'après une réunion très restreinte entre 6 personnalités les plus haut placées de l'État, que la décision a été prise. Donc, personne ne le savait à ce moment-là. Le 21 février, il y avait un président provisoire et on croyait qu'on allait organiser les élections présidentielles. C'était ça le schéma à l'époque, organiser des élections présidentielles. Et puis, sous la pression de la rue, de l'UGTT, des partis d'extrême gauche, ben, nous avons commis ce que j'appelle aujourd'hui une faute historique. Ça, c'est la faute historique, en fait. C'était un schéma, mais c'est une faute historique. Et une faute historique, je la définis de la manière suivante, c'est une faute qui n'a pas de responsable. C'est-à-dire une faute dans laquelle participe tout le monde. Vous ne pouvez pas dire qui est responsable. C'est vrai que l'UGTT, le POCT, etc. ont joué un grand rôle, mais ça a été accepté par l'État, ça a été accepté par le président de la République, ça a été accepté par Ranouchi à l'époque, avant la nomination de Vegeta Tsepsi. Ça a été accepté par les partis politiques. Très, très, très rares ceux qui ont nié ou refusé ou rejeté l'idée d'une Assemblée nationale constituante. C'est ce que j'appelle une faute historique. Une faute sans responsable dans laquelle tout le monde s'est engagé. Et je peux vous dire que du côté de l'État, ça a été décidé le 21 février 2011. Voilà. On peut dire qu'on a donné le pouvoir à Nada sur... Non, on n'a pas donné le pouvoir à Nada, non. Ça, vous le dites parce que vous le savez maintenant, Oui, parce que vous êtes... Non. Mais à l'époque, rien ne laissait prévoir, mais on ne savait même pas quelles étaient les forces en présence. On était fin février. Fin février 2011. Comment pouvait-on savoir? Il n'y avait rien, Nada n'existait même pas à l'époque. Les salapistes n'existaient pas. Tous ces phénomènes qui sont venus après, ça n'existait pas. On était en train de préparer les élections présidentielles. Mais il y a eu une telle pression de la rue, un tel mouvement populaire pour l'Assemblée constituante que le pouvoir n'a pas pu résister et a suivi. Mais il ne savait pas qu'à l'époque, personne... Même quand on a voté la loi électorale en avril, le 11 avril 2011, vous croyez qu'on savait que les islamistes allaient avoir cette majorité-là? Bon, on savait qu'ils venaient de remettre. Et tous les sondages d'opinion leur donnaient 30%, jusqu'à la veille des élections. Jusqu'à la veille des élections, ils étaient crédités de 30% des voix. Moi, j'ai une question sur le prochain gouvernement qui va être formé. Est-ce que vous pensez, bien sûr, vous ne pouvez pas savoir quelle va être la réaction de la rue, est-ce que vous pensez que la neutralité des ministères régaliens sera assurée? Vraiment, je ne peux pas vous dire ça, c'est une réclamation. Vous avez raison de poser la question. Et en fait, quand vous dites comment vous avez dit la neutralisation? La neutralité des ministères de souveraineté. En fait, soyons clairs, il s'agit d'un ministère. Parce qu'on peut leur donner tout le reste, si vous voulez. Même la justice. On peut leur donner tout le reste. Le véritable enjeu, c'est le ministère de l'Intérieur. Or, là, nous avons de très grandes inquiétudes parce que, au lieu de neutraliser le ministère de l'Intérieur, en tout cas de le laisser en dehors des partis, comme le ministère de la Défense nationale, la direction du ministère de l'Intérieur a malheureusement permis une certaine infiltration du ministère de l'Intérieur par des militants du parti de la NAM. Et ça, il ne faut pas que ça continue. Alors on parle, bien sûr, je pense qu'il y a un peu d'excès, maintenant on parle de véritables polices parallèles, des milices qui sont à l'intérieur même du ministère de l'Intérieur.
Je pense que ça c'est excessif, mais qu'il y a quand même une moitié de vérité dans ce que ces gens disent. Et là, il faut faire très très attention. C'est pour ça que lorsque le Premier ministre, je vais dire, le chef du gouvernement, Djebali, a proposé la neutralité du ministère de souveraineté, tout le monde a reçu la nouvelle avec beaucoup de satisfaction et ont été extrêmement déçus maintenant avec la formation du nouveau ministère. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire encore. Justement, ma question porte sur la neutralité de l'administration. En fait, les médias, des partis politiques, des associations, des gens de l'administration accusent le gouvernement actuel de faire des désignations partisanes au sein de l'administration tunisienne. J'aimerais savoir par quel mécanisme ces désignations se font-elles et peut-on les remettre en cause? Ensuite, j'ai une autre question. Si on passe par un référendum sur la Constitution et que le peuple refuse ce projet de Constitution, que se passera-t-il ensuite? Alors, première question, les nominations, c'est vrai, c'est un phénomène qui existe, et surtout au niveau des postes d'autorité, dans l'administration, c'est-à-dire les gouverneurs et les délégués, et au niveau des entreprises publiques. Il existe, et ça fait partie d'un plan d'ensemble, et c'est évident. Le parti majoritaire aimerait dominer et avoir des postes clés dans l'administration, la haute administration surtout. Et ça a participé justement, ça a participé au discrédit du gouvernement passé. Ça a participé à la perte de leur popularité parce que les gens savent qu'une administration partisane n'est plus une administration pour tous, mais une administration pour certains. Et il y a des gouverneurs qui sont très très partiaux avec leurs ouailles, comme on dit. Ils favorisent les associations qui sont proches des islamistes, ils favorisent les ligues de protection de la révolution, etc. Et donc ça aussi, ça fait partie des problèmes qui expliquent l'échec de ce gouvernement, c'est de ne pas avoir... Vous savez ce qu'ils ont, les islamistes, ils n'ont pas su gérer leur succès. Ils n'ont pas eu l'intelligence de la modestie. S'ils avaient voulu gouverner pour une longue période, d'abord, ils auraient dû faire de grandes opérations d'apaisement et surtout, ils auraient dû appeler au pouvoir l'ensemble des forces politiques, y compris leurs adversaires. Ils n'ont pas réussi cela, ils n'ont pas eu l'intelligence de la modestie. Et je crois que leur succès électoral leur a donné une sorte d'ivresse. Eux qui interdisent l'alcool. Si vous permettez, je vais dire un mot sur ce que vous allez dire à propos de l'administration. Je crois que pas non plus tomber à l'inverse dans le mythe de l'administration, de la neutralité de l'administration dans toutes les sociétés. Les États-Unis, par exemple, il y a un système de dépouilles extrêmement développé. Le rapport entre l'administrateur et le politique est très souvent extrêmement mais bien sûr, excusez-moi, on ne parle pas de la même situation. Voilà, c'est pas la même situation. C'est-à-dire que ce qui oppose les républicains aux démocrates aux États-Unis, ce sont des problèmes de gestion. Il n'y a pas d'opposition, une véritable opposition de valeurs, il n'y a pas d'opposition de principe. Le problème de la société tunisienne et de notre manière de gérer l'État, c'est que nous avons des séparations radicales. Le parti est un parti doctrinaire, il a une idéologie par laquelle il veut changer le mode de vie des Tunisiens, leur représentation, leurs valeurs morales, leurs valeurs juridiques, la nature de leur État. Vous voyez, il n'y a pas entre le Parti démocrate et le Parti républicain aux États-Unis, il n'y a pas cette division au niveau de la tête, si vous voulez. Ils sont divisés sur l'impôt, sur des problèmes techniques, sur l'impôt, sur les services publics, sur des choses comme ça, sur le degré d'interventionnisme de l'administration dans la vie privée, des choses comme ça, sur les problèmes des armes à feu, les ventes d'armes à feu. Ce sont des problèmes importants, mais ce sont quand même des problèmes de gestion et non pas des problèmes de valeur. Là, ce que la LAR a apporté dans notre pays, c'est que
La Tunisie maintenant est divisée au niveau de ses valeurs fondamentales, de ses principes. C'est pour ça que dès qu'un gouverneur Nardawi est nommé, tout le monde se met à trembler. Ils disent ça y est, c'est la catastrophe. Et pourtant, il n'y a pas. Tous les gouverneurs ne sont pas des Nardawi. Ça, c'est une erreur qu'on fait. On dit que la Narda nommé partout des gouverneurs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gouvernorats qui sont totalement en dehors de. Qui n'ont pas de gouverneur partisan. Mais il suffit qu'ils en nomment un pour que ça soit la grande peur. Quand même, sur les États-Unis, le puritanisme, est quand même une matière à conflit entre les démocrates et les républicains, qui va être des oppositions de valeurs qui ont marqué la vie politique américaine ces 40 dernières années. Ça a eu aussi des effets sur la politique menée dans le gouvernement, mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'on ne parle pas du tout du même état d'emprise de l'administration par un parti politique particulier. J'ai une question qui s'adresse à M. le doyen Achour. Je veux mettre le doigt sur un point que vous n'avez pas évoqué tout à l'heure, c'est l'existence, est-ce qu'il y a l'existence d'un décalage ou d'un fossé entre l'élite tunisienne et le peuple? Je vais donner juste deux exemples qui vous concernent de près. Par exemple, il y a un an, je crois, j'ai lu votre livre, la deuxième Fatiha qui parle de l'islam et des droits de l'homme. Je l'ai lu à Gafsa et je l'ai lu à travers de l'ordre régional des médecins. C'est mon père qui l'a apporté. Il est distribué par l'ordre des médecins. Déjà, ce livre, je l'ai vu, il ne se trouve dans aucune librairie au sud tunisien, je ne sais pas, à Tunis. Déjà, il vise, lorsqu'il est distribué comme ça, il vise déjà une catégorie sociale déjà convaincue par votre thèse, par vos idées, et il est rédigé en français. Moi, je l'ai. Non, c'est fini, il a été traduit maintenant. La version arabe. Et je ne crois pas que ça s'adresse à une élite. Au contraire, je crois qu'il s'adresse aux musulmans le plus commun pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas y avoir de division entre l'universalité des droits de l'homme et la spécificité de la religion islamique. Ce n'est pas du tout un discours qui est destiné à l'élite. On laisse une dernière question. Merci. Bonsoir tout le monde. J'avais une autre remarque, mais je n'ai pas vu le temps. Donc la question, qu'est-ce qui va garantir qu'on va avoir une date fixe et immédiate pour les élections? Parce que déjà, ils ont refusé de la neutralité des ministères, notamment le ministère de l'Intérieur. Donc, qu'est-ce qui va garantir que ces élections, s'ils vont avoir lieu, déjà, est-ce qu'ils vont être transparents ou pas? Aussi, je reproche pour le fait que vous n'avez pas, ça vous a échappé le fait de ne pas limiter la durée. J'ai bien dû savoir que c'est pas limité. Donc, ils peuvent profiter, moi je doute de leur bonne foi. Ils peuvent profiter de ces gens-là pour changer la société qui est un processus irréversible. Voilà, je te dis. Alors, changer la société pour que ça devienne un phénomène irréversible, s'ils réussissent à le faire, c'est que nous avons une société civile qui n'est pas assez combattante. Tant mieux pour eux à ce moment-là. C'est pour ça que je vous dis que l'avenir tient à la société civile. Si la société civile est là, comme elle l'a été depuis la Révolution, n'ayez pas de crainte. Sauf celui de la violence. Mais si la société civile conserve ses acquis, continue à les défendre comme elle l'a fait, rien ne passera parmi leurs projets. Et on aura une constitution acceptable. Elle est déjà à moitié acceptable. C'est-à-dire que le deuxième avant-projet, il est nettement meilleur que le premier. Ils ont beaucoup reculé.
Donc, s'ils font un troisième avant-projet, ça sera peut-être un peu mieux jusqu'à ce qu'on finisse par avoir une bonne constitution. Voilà, donc je crois que tout dépend de la structuration de la force de la société civile. Quel était le deuxième branche de votre question? Déjà, je m'excuse, je commence à être un peu plus vite. La transparence des élections. Oui, alors, là aussi, il ne faut pas trop exagérer le rôle du ministère de l'Intérieur. Maintenant, vous savez que les élections en Tunisie, depuis le travail de la haute instance, les élections se font par une instance électorale indépendante. En fait, la réussite des élections ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, mais de cette instance électorale indépendante. Donc, le problème est là. Si nous réussissons à faire élire une instance électorale indépendante dans de bonnes conditions, de neutralité, d'objectivité, les élections se passeront bien. Personne ne pourra les falsifier. Tout donc dépend de l'instance électorale indépendante. Dans la loi, vous savez, elle a été adoptée, la loi de l'instance électorale. Ce n'est pas une loi parfaite, mais enfin, disons, là aussi, c'est de l'ordre de l'acceptable. Donc tout dépend maintenant de qui va être dans cette commission. Les 16 membres de la commission, pardon, ils ne sont pas 16, non, les 9 membres de la commission, ils étaient 16 dans l'ancienne Malaisie. Les 9 membres de la commission, qui sont-ils? Et ça, on le saura bientôt. On est obligé d'arrêter là. Merci à tous d'être venus. J'espère que vous êtes satisfaits. Merci encore à nos deux intervenants. Et bonne soirée. Je vous laisse.